Bonsoir à tous, éclairage dans cette édition sur la Chine, pays d'1,3 milliard d'habitants. En octobre dernier, le dirigeant Xi Jinping a été reconduit pour un mandat de 5 ans à la tête du pays. Le régime chinois renforce son contrôle sur la société civile et développe une politique de sinisation des religions en renforçant le contrôle sur la pratique de la foi. On y reviendra. Alors le 1er février, un règlement sur les religions entrera en vigueur. Quels seront ses effets, en particulier sur l'Église catholique, qui compte 10 à 15 millions de fidèles? Nous en parlerons également. Quel est le visage de l'Église aujourd'hui, avec l'exode rural chinois qui en a redéfini les contours? Eh bien, décryptage sur ces questions avec notre invité que j'ai la joie d'accueillir, le Père Benoît Vermander. Père, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous à l'occasion de votre passage quelques jours ici à Paris. Vous êtes professeur d'anthropologie religieuse à l'université Fudan de Shanghai, une université d'État. Vous vivez dans le monde chinois depuis 26 ans. Vous avez notamment été auparavant à Taïwan. Alors, on va vous situer un petit peu pour démarrer cette émission. Je le disais, vous êtes jésuite et on sait, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs savent qu'il y a une longue histoire entre la Chine et les jésuites. On pense à Matteo Ricci, Saint François Xavier notamment. Mais dites-nous peut-être aujourd'hui, en quelques mots, quels sont ces liens entre la Chine et les jésuites ? Disons que ce sont surtout des liens symboliques. Les jésuites, comme toutes les autres congrégations religieuses, n'ont pas droit de citer en Chine en tant que communauté, qu'organisation, mais des jésuites y sont bienvenus pour autant qu'ils exercent une tâche reconnue en Chine d'enseignement, par exemple. Donc il n'y a pas en Chine continentale de communauté jésuite organisée. En revanche, vous avez cité le nom de Matteo Ricci, ça reste un nom reconnu, estimé, on peut même dire aimé en Chine. Et d'autres jésuites tels qu'Adam Shan, etc. Donc les jésuites sont vus dans l'histoire longue comme des passeurs entre la Chine et l'Occident, comme des passeurs qui ont précédé le temps des empires, le temps de la semi-colonisation qui avait commencé vers 1842 et qui donc reste populaire, on peut le dire, dans les manuels scolaires, auprès de la population et même jusqu'à un certain point auprès des dirigeants. Alors vous êtes au quotidien immergé en fait, dans un environnement chinois. Oui, étudiant. Dans une université tout simplement, donc j'exerce avec joie mon rôle de professeur et c'est un beau métier, comme vous le savez. Passionnant. Alors, on va venir à cette question, puisque c'est aussi l'un de vos points d'expertise, d'analyse de ce visage de l'Église. Alors, difficile d'avoir des statistiques précises sur le nombre de catholiques. On parle de 10 à 15 millions. Dites-nous, en tout cas, comment est-ce qu'elle évolue, cette Église, de manière un peu globale dans le pays ? Oui, on a encore plus de mal que par le passé à avoir des chiffres parce que l'Église catholique chinoise est dans une période de mutation très importante, qui n'est pas due à des raisons politiques, mais à des raisons socio-économiques. C'est-à-dire que la Chine, comme on le sait, s'urbanise, et elle s'urbanise très vite et très fort. Et l'urbanisation, elle va de pair avec une perte de vitalité des campagnes. En tout cas, comme on le sait, depuis environ 15 ans, un exode rural important. Or, le catholicisme chinois était essentiellement un catholicisme rural, dans certaines provinces, surtout comme le Shanxi, le Hebei, etc. Et donc, beaucoup de ces catholiques chinois, ou de ces villages catholiques chinois, ont connu un exode rural important qui finalement affaiblit le visage traditionnel du catholicisme beaucoup plus que ne l'ont fait les événements politiques antérieurs. Mais en revanche, se constitue peu à peu une église catholique chinoise des villes. Donc on voit des paroisses urbaines qui croissent en importance, qui croissent en vitalité avec un nouveau public. Mais simplement, ce nouveau visage est encore extrêmement difficile à cerner. Pour quelle raison ? Parce qu'il est en mutation ? Oui, parce qu'il est en mutation, qu'il est beaucoup trop récent, que ce sont, et puis qu'il y a un mélange entre, dans certaines villes, par exemple Shanghai, entre des vieux catholiques, si j'ose dire, c'est-à-dire des catholiques depuis plusieurs générations. Si on est à Shanghai,
Shanghai, ça peut remonter jusqu'au tout début du XVIIe siècle, et certains connaissent encore leur généalogie croyante avec beaucoup de fierté, et puis des urbains qui découvrent le catholicisme. Et donc, c'est pas si facile à mélanger dans les paroisses. On ne sait pas jusqu'à quel point ces nouveaux chrétiens vont se trouver à l'aise dans cet environnement. Donc, le visage des paroisses catholiques urbaines n'est pas encore fixé. Il y en a certaines, oui, qui ont du mal à s'y mettre, il faut le dire. Et puis d'autres, on voit des classes de catéchisme, des initiatives extrêmement vivantes. Et donc, ça évolue, c'est en changement, on ne sait pas encore où ça va aller. Comment ça va tourner. Côté vocation, qu'est-ce que ça donne ? Non, il y en a de moins en moins. Ça, il faut être très clair pour une raison tout à fait évidente, c'est que les prêtres étaient fournis par des familles rurales qui avaient encore beaucoup d'enfants, ce qui était des exceptions en Chine. Or, ce genre de situation se présente de plus en plus rarement, du fait même du tarissement des régions rurales. Donc, même une ville comme Shanghai avait des prêtres qui venaient, pour la très grande majorité, peut-être pour les deux tiers, du dehors de Shanghai. Et donc, ce recrutement-là se fera de moins en moins. Donc oui, il y aura une crise des vocations en Chine, elle se profile, elle s'accentuera. Il faut que ça soit une occasion pour l'Église chinoise, comme d'ailleurs dans bien d'autres pays du monde, de redéfinir les ministères. Ça, c'est très clair. Il faudra s'y heurter. On n'y pense pas beaucoup parce qu'on est obsédé par les problèmes politiques. Mais voilà un problème qui n'est pas politique, qui est interne à l'Église et qu'elle devra aborder avec courage. D'accord. Et une question, vous parliez de ces familles nombreuses dans les campagnes, voilà, qui fournissaient des prêtres. Oui. Il y a eu évidemment la politique de l'enfant unique. Ça rejaillit de quelle manière sur l'Église, ça ? Oui, ça rejaillit sur l'Église. Cela dit, les familles rurales dont je parlais étaient souvent dans des zones relativement excentrées. Et elles continuaient à avoir un nombre d'enfants relativement important. Malgré et puis, de toute façon, cette politique s'est mise en place relativement tard. Donc, on a toujours beaucoup de prêtres, je dirais, aux alentours de 50 ans, juste avant la politique de l'enfant unique. Et il y avait toujours des familles de 3 enfants, 4 enfants qui donnaient des prêtres, donc il y a aussi des prêtres plus jeunes, bien sûr. Mais c'est de moins en moins le cas, essentiellement pour des raisons de transformation socio-économique de la Chine. D'accord, donc c'est plus cet aspect-là voilà, qui il y en a une toujours, il y a toujours des zones rurales chinoises ferventes, mais elles se réduisent en nombre. Les villes, clairement, ne sont pas en mesure de donner des vocations, et donc un problème se posera. D'accord. On en vient à la politique, vous le disiez il y a quelques instants. On va évoquer quand même un dossier important, puisqu'on le suit, nous, depuis longtemps ici sur KTO, qui concerne l'Église chinoise. Ce sont les négociations en cours entre Pékin et le Saint-Siège. Je rappelle en quelques mots, elles portent notamment sur la nomination des évêques chinois avec des questions litigieuses. Alors, à quand une visite du pape François ? Je ne vous la pose pas à vous, Père, cette question, mais en tout cas, cette question, elle a été posée à bord du vol papal de retour du Bangladesh le 2 décembre dernier. Le pape a répondu que ce voyage n'était pour l'heure pas en préparation. En revanche, le pape a parlé des relations actuelles entre les deux États. On en parle juste après. On écoute ses propos. È vero che la Cina oggi è una potenza mondiale. Se la vediamo di questa parte può cambiare il panorama, ma saranno i politicologi a spiegarci, io non posso, non so, ma mi sembra naturale che abbiano un bel rapporto, no? Il viaggio in Cina non è in preparazione, state tranquilli, per il momento non è in preparazione. Ma tornando dalla Corea, quando mi hanno detto che eravamo attraversando terra cinese, se volevo dire qualcosa, che mi piacerebbe tanto visitare Cina. Piacerebbe, non è una cosa nascosta. Le trattative con la Cina sono di alto livello culturale. Oggi, per esempio, in questi giorni c'è una mostra dei Musei Vaticani in Cina. Poi ne sarà una, o è stata una, non so, dei musei cinesi nel Vaticano. I rapporti culturali, scientifici, professori preti che insegnano in università statali cinese ce ne sono.
è una cosa. Poi è il dialogo politico, soprattutto per la Chiesa cinese, con quella storia della Chiesa patriottica, la Chiesa clandestina, che si deve andare passo a passo con delicatezza, come si sta facendo, lentamente. Credo che in questi giorni, oggi incomincerà una seduta o domani a Pechino della commissione mista, no? E questo con pazienza, no? Ma le porte del cuore sono aperte, no? E credo che farà bene a tutti un viaggio in Cina. A me piacerebbe farlo. Les portes du cœur sont ouvertes. Alors comment est-ce que vous entendez ces propos du Saint-Père? Décryptez cela un peu pour nous. Je crois que ce sur quoi il insiste, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les simples questions techniques, par exemple de la reconnaissance des évêques. Donc c'est l'objet actuel, technique des négociations, il est important, mais il ne mènerait à rien si un capital de confiance ne se recrée pas. Vous savez, entre le Vatican et Pékin, pendant très longtemps, ce qui a manqué, c'est la confiance, tout simplement, et pour des raisons qu'on peut comprendre. L'une et l'autre partie ont plein de raisons de dire on ne peut pas faire confiance à notre interlocuteur. Voilà. Ce qu'il dit, c'est qu'au fond, par les médiations culturelles, économiques, scientifiques, éducatives surtout, on peut prendre conscience, eh bien, disons, d'une sorte de communauté humaine qui doit être nourrie. C'est vrai que la Chine, du reste, s'engage de plus en plus dans le multilatéralisme, essaie d'être un citoyen accepté et acceptable de la communauté mondiale, et l'Église peut l'y aider. Voilà. Donc je crois que ce sur quoi le pape insiste, c'est qu'il y a effectivement ce capital du cœur, ce capital d'objectifs communs à nourrir, à vivifier, et que si ça se passe, alors les négociations techniques prendront tout leur sens. D'accord. Alors, ces négociations, elles se poursuivent. Il y a des délégations qui vont à Rome et inversement d'autres qui vont à Pékin. Ça se passe dans un secret quand même, c'est assez opaque. Non, c'est les mêmes interlocuteurs qui parfois se rencontrent à Rome, voilà. Parfois à Pékin, et qui discutent. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, d'abord, je n'y suis pas. Et ensuite, pour ce qui est annoncé, pour ce qu'on comprend, etc., ça avance. Comme l'a dit le pape, lentement, mais sûrement. Et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître. Donc, il y a toujours des cas particuliers. Et tel évêque, on n'a pas de nouvelles. Et si on arrive à un concordat, comment ça va se passer ? Qui fait d'abord des propositions ? Comment on va savoir que vous n'allez pas revenir sur ce que vous nous dites ? Vous comprenez ? Il faut se parler dans la ville. Il faut se parler, et j'ai l'impression que ces négociations sont faites exactement pour se parler, pour envisager ensemble tous les cas de figure et dire, eh bien, si on signe un accord, on saura les uns et les autres à quoi s'en tenir. Et ça peut être très difficile, c'est l'art de la diplomatie, mais l'art de la diplomatie, c'est essentiellement l'art de créer de la confiance. Et ça se crée en évoquant ensemble tous les cas de figure, même les plus désagréables. Alors vous parlez de l'art de la diplomatie. Comment est-ce que vous qualifieriez la diplomatie du pape François, jésuite, comme vous ? Je pense que c'est une diplomatie qui se veut sérieuse. Donc le pape François a essayé de ne plus passer par des intermédiaires dont on ne savait pas trop qui ils étaient, mais de recentrer, c'est-à-dire de se fier à une diplomatie vaticane qui a une longue tradition de professionnalisme. Et c'est un atout. Donc des gens qui sont en charge du dossier et qui parlent sérieusement avec leurs interlocuteurs de Pékin. Ce n'était pas le cas avant ? C'est-à-dire qu'il y a eu une période où, justement, à cause de ce manque de capital de confiance, tout le monde s'en mêlait un peu. Et il y avait toujours un politicien de tel ou tel pays qui disait « Moi, j'ai un excellent canal. » Vous voyez ? Bon, je pense qu'il vaut mieux que ce soit les professionnels qui s'en mêlent. C'est pour ça que je dis, vous savez, vous me posez des questions auxquelles je ne suis pas habilité à répondre. Mais c'est manifestement l'impression que veut donner le Vatican, c'est-à-dire on le fait professionnellement, on le fait sérieusement. Et on le fait avec les interlocuteurs reconnus du gouvernement chinois. Voilà. Donc ça, je crois que c'est important de le faire comme ça. Vous me posez la question de la diplomatie du pape François. Je dirais que c'est une diplomatie qui se veut globale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler avec la Chine uniquement pour le bien
à court terme de l'Église, mais pour le bien du monde. C'est-à-dire que la Chine, c'est un interlocuteur incontournable de la gouvernance mondiale. Et que l'Église a des choses à dire, on peut dire c'est tout le capital de Laudato Si et des autres encycliques du pape François qui intéressent la Chine. Il y a également un discours à tenir sur un destin commun de l'humanité. Alors on peut ne pas être d'accord, mais on sait qu'il y a aussi des intérêts communs. Et que la Chine, par exemple, est en train d'opérer un tournant pour devenir un pays plus vert, si l'on peut dire là, ou pour participer de manière aussi active que possible aux négociations sur le climat. Ça intéresse aussi l'Église. Alors, il y a cet aspect-là. Il y a aussi la question des droits de l'homme qui est évidemment assez controversée. Oui, tout à fait. Là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas se dire, finalement, si le Saint-Siège signe cet accord, pour des raisons diverses que vous soulevez, ça risquerait quand même de cautionner un peu le régime? Cautionner le régime. Alors, il faut séparer les choses. Le Saint-Siège reconnaît la légitimité en droit international du gouvernement chinois. Ça, c'est important, il faut le dire. On peut aimer ou ne pas aimer un régime tout en le reconnaissant légitime. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de relations diplomatiques, mais il y a cette reconnaissance. Il y a cette reconnaissance, oui, bien sûr, d'une légitimité au niveau mondial. On ne va pas remplacer le gouvernement chinois par quelqu'un d'autre. Donc, il est important de dire ça. Parce que, justement, tant que cette confiance n'est pas là, comment voulez-vous que l'autre négocie avec vous aussi? Ça ne veut pas dire que le régime chinois est béni pour autant. Il est évident qu'il y a des questions, qu'il y a des inquiétudes et qu'il y a même des orientations actuelles qui posent de nouveaux problèmes. Donc il faut séparer les choses. La question de la légitimité en droit international, si vous voulez, d'un régime. Mais là encore, d'ailleurs, on n'est pas encore dans une négociation diplomatique de plein droit. On est uniquement sur une négociation technique sur le mode de désignation des évêques, dans une sorte de concordat en dehors même d'une reconnaissance diplomatique à cause des problèmes qui se posent avec Taïwan. Mais le Vatican ne dit pas que le gouvernement de Taïwan reconnaît toute la Chine, puisque même le gouvernement de Taïwan ne le dit plus. Donc c'est une autre question. Donc il faut s'engager là-dedans professionnellement, il faut limiter la négociation à la question de la reconnaissance des évêques, tout en profitant de cette négociation pour créer un capital de confiance avec un acteur majeur de la communauté globale, qui est la Chine. D'accord, donc ce serait une porte ouverte pour d'autres choses. Dites-nous, on va revenir à ce régime qui évolue aussi. 5 ans pour un premier mandat, Xi Jinping qui entame son deuxième mandat. Il y a ce règlement sur les questions religieuses qui va entrer en vigueur très prochainement, le 1er février. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il prévoit et quelles incidences pour les catholiques? Alors, la Chine, c'est toujours un problème d'application, donc on ne peut pas dire exactement encore. Deuxième point, ce règlement n'est pas fait spécialement pour les catholiques, mais pour toutes les religions. Il y en a 5. Oui, et je pense même que le Xinjiang, les musulmans en général, et donc surtout les musulmans du nord-est de la Chine, sont l'un des problèmes sur lequel se fixe ce règlement, si vous voulez. Mais plus généralement, c'est vrai, c'est pour toutes les religions et ça tend à resserrer encore plus toutes les activités non déclarées et à utiliser une arme pour ça qui est redoutable, qui est l'arme financière, c'est-à-dire à imposer des amendes extrêmement élevées à tous les organisateurs d'événements non reconnus, d'une certaine taille. Une procession qui ne serait pas déclarée, voilà, ça pourrait exactement. Être ça justement, c'est un peu ambigu jusqu'à quel point ça peut marcher. Mais il est très clair que l'État chinois est dans un processus où il resserre davantage encore les relations entre l'État et le parti, ce qui n'était pas l'orientation de l'époque Deng Xiaoping. Donc il y a un resserrement de la structure État-parti et qu'il entend que les religions obéissent strictement, disons, au cadre légal qu'il met en place et qui devient extrêmement étroit. Voilà. Donc ça pose une question, il faut le dire. Ça ne veut pas dire que les religions n'ont pas un espace, elles ont un espace. Elles ont un espace à Shanghai. Toutes les paroisses fonctionnent correctement dans l'espace dédié. Dans l'espace dédié, voilà, exactement. Et la Chine, ou le gouvernement chinois, voudrait éliminer toute manifestation qui ne serait pas déclarée. Alors, alors expliquez-nous, c'est quoi les craintes? Pourquoi ce resserrement? Qu'est-ce que le régime craint? Et est-ce que ces craintes sont fondées? Je crois que le gouvernement a un projet qui dépasse très largement l'ordre des religions, c'est-à-dire qu'il ne vise pas d'abord les religions. C'est un gouvernement qui veut accentuer ce qu'il appelle le contrôle social. Alors, le contrôle social, c'est une façon, au fond, de mettre un peu en fichier tous les citoyens, voilà, ce que tous les
les États d'ailleurs commencent à faire, mais d'ailleurs c'est fait encore plus systématiquement en Chine, et de prévenir par avance tout désordre dans la société. Il y a une sorte de fixation sur l'ordre, sur l'harmonie, sur l'équilibre, sur la sécurité, qui parfois devient excessif, qui même manifestement devient excessif, et qui entraîne des réactions parfois disproportionnées au niveau du contrôle social. Donc une fois encore, il ne faut pas faire d'erreur. Ce n'est pas les religions proprement dites qui sont visées, c'est tout ce qui pourrait échapper au projet de contrôle social très poussé par les avancées technologiques, qui est celui du gouvernement chinois. D'accord. Donc ce renforcement, finalement, il n'est que l'un des... il n'est que l'un des aspects d'une politique plus générale, voilà, qui est à multiples facettes. Hein. Vous savez, le discours de Xi Jinping au Congrès d'octobre a duré 3h30, je crois, sans arrêt. Hein. On dit... C'est turiféraire, il n'a pas bu une gorgée d'eau durant le temps de son discours. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a abordé beaucoup de sujets à la fois. Il y a des sujets qui concernent le contrôle social, il y en a beaucoup d'autres, et par exemple, les problèmes de déséquilibre de revenus de plus en plus forts entre riches et pauvres en Chine. Ça aussi, ça fait partie des problèmes, si vous voulez, de sécurité. Voilà. Donc il y a une inquiétude plus générale, comment créer une Chine stable et unie. Et quand on est dirigeant, on a encore plus peur du désordre que quand on ne l'est pas, parce qu'on en voit les possibilités encore plus fortement que d'autres acteurs. Donc ce que veut le gouvernement chinois, c'est une Chine où il n'y ait pas de désordre. Mais ils savent que le désordre peut venir de nombreux endroits, y compris de la corruption. Ça a été leur premier objectif poursuivi en force les 5 dernières années. Et aujourd'hui, des injustices sociales. Mais évidemment, ils ont peur aussi de groupes socio-actifs tels que les religions, éventuellement des minorités ethniques et d'autres, ou des internautes un peu trop actifs, qui pourraient un jour créer un problème, même si on n'en voit pas aujourd'hui. Donc on est toujours dans une sorte de médecine préventive. Voilà. On se rappelle, vous parliez des religions, on se rappelle du Falun Gong il y a une vingtaine d'années. Et c'est ça, oui, 1999-2000, absolument. Et ça avait pris aussi une ampleur assez... Oui, alors ils ont toujours ces souvenirs-là. Voilà. Et puis rappelez-nous un peu en quelques mots ce que c'était. Le Falun Gong était un groupe religieux extrême qui ne se disait pas religion, mais une sorte de super-religion qui venait du Qigong, mais qui mettait des éléments de science-fiction, etc. Et dans lequel il y avait... c'était un peu le scénario de la Matrice, si vous voulez. On est envahi par les extraterrestres, des choses comme ça. Dans lequel il y avait beaucoup d'anciens policiers ou militaires. C'était l'époque des changements économiques d'ampleur et ces gens regrettaient l'égalité, l'ordre qui régnait dans le passé. Et qui avaient trouvé dans ce groupe, qui assistait beaucoup sur les cellules de base, sur les solidarités entre petits groupes, une sorte de succédané à ce qu'offrait le Parti communiste. C'est important parce que justement ce que le Parti communiste chinois veut recréer aujourd'hui, c'est cette même atmosphère, j'allais dire, de foi et de solidarité au niveau du parti. Il veut revivifier le parti. Voilà. C'est déjà le cas depuis 5 ans. Donc on a commencé par la corruption. Mais on veut créer une sorte d'adhérence aux valeurs portées par les partis beaucoup plus forte dans la société chinoise. Ça, c'est très clair. Et l'objectif numéro 1, certainement, du gouvernement, c'est celui-là. Dans le campus où je travaille, il y a une grande banderole sur laquelle est inscrite une phrase prononcée par Xi Jinping au dernier congrès, qui est « Quand le peuple a la foi, la nation a la force ». Donc la foi, pas au sens religieux. Hein. Vous savez, c'est comme en français. Vous savez, c'est comme en français, la foi. Oui, la foi, la croyance. On peut dire j'ai la foi dans beaucoup de contextes en France aujourd'hui. J'ai entendu des gens me dire je crois au travail bien fait. Quand j'ai une responsabilité, j'y vais jusqu'au bout. Ça, c'est ma foi. Vous voyez. Donc, ça peut s'appliquer à la religion, ça peut s'appliquer à toute conviction fortement ancré dans l'être. Une question pour, un peu conclusive, voir un peu quelle perspective pour vous sur l'avenir du christianisme en Chine. Comment vous voyez ça ? C'est difficile à dire, vous voyez. Je crois vraiment à l'Esprit Saint, c'est-à-dire je crois que ça sera inattendu, qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est évidemment les chrétiens, et je ne dis pas seulement les catholiques, parce que vous savez, on dit les protestants, mais la plupart des chrétiens chinois sont des gens qui découvrent la Bible, point final. Donc c'est une première rencontre. Donc ces questions d'appartenance, on ne va pas tout de suite leur faire porter le poids, si vous voulez, qui après tout vient de l'Occident. Donc je rencontre des catholiques, je rencontre des protestants, je rencontre des gens qui ont découvert la Bible, tout simplement. Et j'en suis témoin, plus qu'acteur, il faut bien le dire. Et donc ce qui m'intéresse, c'est le capital de créativité qu'ils développent et surtout comment la découverte de la Bible et du Christ
développent en eux ce sens de l'humain qui les amène à créer des relations nouvelles avec les gens qu'ils rencontrent. D'accord, donc il y a vous voyez les transformations. Je vois chez des certains jeunes transformations et j'ai heureusement souvent des raisons de m'en émerveiller. Merci beaucoup, Père Vermander, d'être venu Merci à nous vous. apporter votre éclairage sur cette question fascinante qui touche aux chrétiens de Chine. On y reviendra bien sûr. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site et nos réseaux sociaux. Et on se retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine à tous. Au revoir.